merci. Nous accueillons donc, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Legrand, Lessec, pardon, excusez-moi, qui est directeur IT Solutions Clients chez Orange France, et il est accompagné de Ludovic Chardron qui travaille dans sa direction. Et on va faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, donc avec la vidéo introductive de Thomas Michou et la conférence de Xavier Bronlet, où il va être question justement de façon très concrète de mise en place d'approches agiles à l'échelle d'un département d'environ 400 collaborateurs. Alors, ouais, rebonjour à tous. Peut-être, Ludovic, si tu veux dire un mot pour te présenter. Moi, j'ai dit bonjour tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis directeur de projet, on va dire, chez Orange, dans le système d'information chez Pascal. Et j'occupe une fonction, on va dire, dans le monde agile, on va dire, effectivement, je lead, on va dire, un collectif d'accompagnement au changement. Voilà. Et dans lequel, juste pour introduire, Pascal est. C'est-à-dire que Pascal, dans le monde hiérarchique, c'est mon manager. Et moi, je suis son lead dans l'accompagnement au changement. Donc, on a une relation croisée. Donc, c'est déjà intéressant, rien qu'en soi. Voilà, et je te laisse commencer, Pascal. Ouais, et donc, du coup, peut-être quelques mots d'intro. Alors, je pense qu'on est ravis d'être là. Peut-être pour une première raison, il n'y a pas si longtemps, ça fait peut-être quelques années, mais j'étais à votre place et Ludovic aussi en train de chercher de l'inspiration sur des pratiques managériales, des idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre dans nos contextes professionnels. Alors, c'est un peu présomptueux peut-être de dire ça, mais c'est plutôt pour illustrer que finalement, cette inspiration, ça nous a permis de faire des petits pas concrets. On va essayer de vous raconter notre histoire et d'essayer d'avancer dans nos pratiques et de changer dans nos pratiques managériales. Et puis, il y a un autre sujet qui m'inspire particulièrement. Alors, Xavier l'a évoqué, où on est un changement d'air. Là, vous avez sans doute entendu parler, peut-être les scientifiques nous disent qu'on a changé d'air, on est dans l'anthropocène, c'est-à-dire les temps géologiques ont changé, maintenant c'est l'homme qui est en train d'influencer la planète. Je fais ce lien-là parce qu'effectivement, l'ampleur des changements auxquels on va devoir faire face, là on parlait du monde VUCA, fait probablement, on va être dans un VUCA au carré, et quelque chose qui m'inspire de parler en plus auprès de services publics. Vous savez sans doute que dans le secteur privé ou les entreprises, là il y a une loi qui est sortie, l'entreprise à mission, qui a fait évoluer le code civil pour que les entreprises qui le souhaitent puissent se doter d'une mission qui ne soit pas de faire de l'argent, une mission qui ait un sens commun, qui soit un bien commun, qui ait un impact social ou sociétal, et dont la finalité, ça soit cet objet ou cette raison d'être. Et faire de l'argent devient un moyen pour l'atteindre. Et en fait, ça m'inspire vachement. Du coup, on pourrait presque se dire, dans votre mission de service public, c'est un truc qui m'inspire de dire, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Peut-être qu'il faut qu'on en gagne pour servir notre raison d'être ou notre mission, parce qu'on a besoin de survivre, mais ce n'est pas la finalité. Et donc, d'avoir un objet sociétal et environnemental, c'est un truc qui est en train de questionner toutes les entreprises. Alors là, je fais une petite parenthèse, il y a plein de grands groupes ou de petites entreprises qui essayent de se lancer là, dans ce dispositif des entreprises à mission et de se donner d'une raison d'être. Alors Orange l'a fait en essayant de se doter d'une mission qui est de créer un numérique responsable ou donner les clés d'un monde numérique responsable à nos clients. Bon voilà, ça c'était la petite intro. Alors je vais vous parler, on a peut-être quelques slides en support, je ne vais pas forcément les partager du constat, mais finalement beaucoup de choses ont été évoquées ce matin de pourquoi on a cherché à évoluer. Alors déjà, qui on est. Donc on est chez Orange dans dans la direction informatique. Donc on est à peu près dans le département. Alors dans le département dans lequel je suis, à peu près 450 personnes, et ça, on a un budget pour faire évoluer les logiciels d'Orange là de 80 millions d'euros. Moi, dans cette partie-là, avec Ludovic, on s'occupe plus de la partie facturation, donc tous les outils qui facturent les clients. Donc, si vous êtes Orange et s'il y a des problèmes de facture, c'est ma faute, ou celle des équipes. Pourquoi je vous parle de notre contexte, c'est que dans l'informatique, en fait,
l'agilité est un truc qui a été travaillé depuis très longtemps, de nombreuses années. Dans les années 2000, il y a un manifeste agile qui est sorti pour essayer de développer des logiciels, des services numériques, etc., de manière différente, et puis finalement faire face à ce qu'on a évoqué ce matin, là, un monde toujours plus rapide. On va dire qu'avant, développer un logiciel, on posait la question aux demandeurs, alors ça peut être les clients finaux, le marketing, etc., et puis le logiciel, il arrivait dans le meilleur des cas 1 an après. Et puis, en fait, c'était trop tard, les clients n'avaient plus besoin, etc. Donc, du coup, ce manifeste agile, je reviens peut-être pour le citer. En fait, il tient en quatre principes là. C'est les individus et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de process et d'outils, mais ça veut dire que finalement, on veut mettre l'accent sur les individus et les interactions. On veut des logiciels opérationnels donc qui marchent plus qu'une documentation exhaustive. On veut une collaboration avec les clients plus qu'une négociation contractuelle. Donc, collaboration pour avoir du feedback rapidement, leur demander leur avis, ça va pas, j'ai bien compris ce que vous demandiez, c'est bien ça qui a été mis dans le logiciel. Et adaptation au changement plus que la suivi d'un plan. Le plus que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan, mais ça veut dire qu'on privilégie de s'adapter à suivre le plan. Alors, je vous parle de ça parce que voilà, depuis les années 2000, on a essayé de travailler avec les équipes informatiques et puis du coup le marketing, enfin les clients, pour essayer d'accélérer la façon dont on développe les logiciels. Et donc, nos équipes sont devenues, entre guillemets, plus agiles que nous et plus adaptables pour fabriquer nos produits. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'on est, voilà, on l'a évoqué dans un monde VUCA où on décide d'un truc et puis Bouygues, SFR ou Free ont eu d'autres idées avant et puis il faut qu'on change, donc on invente autre chose. Et puis finalement, la direction, le fonctionnement des départements, lui, il était tout sauf voilà, adaptable, agile. Et donc, on était plutôt dans du command and control. Je vais prendre après quelques exemples. Hein. Mais voilà, du command and control, un groupe, comme peut-être beaucoup de grands groupes et peut-être vous aussi, ultra processé. Voilà, donc on respecte les process, mais finalement, même si voilà, on ne sait plus pourquoi on le fait, on continue à le faire. Et donc, on cherchait finalement à se dire, mais mince, nos équipes sont capables de s'adapter pour fabriquer des logiciels et nous, dans le management de l'entreprise et dans le management d'un département, finalement, on est coincé et on manque de prise d'initiative, d'agilité, de s'adapter. Voilà. Et donc, voilà, quand je disais j'étais un peu à votre place, on a essayé de s'inspirer, de regarder ce qui se faisait. Donc, on a fait plusieurs Learn Next. Je cite quelques-uns des sujets qui m'ont ou des livres qui m'ont particulièrement marqué ou des témoignages que vous avez peut-être lus. Alors, un peu emblématique qui est un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organization, qui date de 2015, dans lequel voilà, il a étudié tout un tas d'entreprises et puis posé ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. C'est des grands classiques, hein, vous les avez peut-être lus, L'entreprise libérée et puis après L'entreprise altruiste d'Isaac Getz. Jean-François Zobrist, je vous donne les noms pour revenir dessus, qui a managé une filiale un sous-traitant automobile depuis voilà, les années 70 avec des principes de management par la confiance. Voilà, il y a quelques bouquins. Alexandre Gérard, qui a une société dans la Loire d'ailleurs, qui a écrit un bouquin, Le patron qui ne voulait plus être chef. Bon, voilà, c'est quelques exemples de choses qui nous ont inspirés. Et puis, alors, on a eu la chance chez Orange voilà, de s'appuyer sur une structure là, qui est notre centre d'excellence agile et Orange Campus, qui sont des dispositifs internes autour de l'accompagnement managérial et où on s'est dit, à partir de ces principes-là ou de ces idées-là, qu'est-ce qu'on peut construire dans un grand groupe puisque dans ces principes, il y a quelques idées un peu en rupture, voilà, où on se dit, il n'y a plus de chef. Alors ça, c'est la caricature un peu rapide. On se dit, si on dit qu'on n'a plus de chef dans un grand groupe, ça ne va pas bien passer. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu le contexte qui fait qu'on s'est posé des questions et du coup, en particulier en termes d'inspiration, on a regardé en termes d'agilité organisationnelle, les principes qu'il y avait derrière l'holacratie. Et donc, en interne, on a plutôt appelé ça gouvernance adaptative ou gouvernance partagée pour fabriquer ou essayer de s'inventer un
à des nouveaux modes de fonctionnement. Alors, pour rentrer peut-être plus concrètement, voilà, ça c'était l'intro. Peut-être Ludovic va vous donner quelques-uns de ces principes là en quelques minutes sur cette agilité organisationnelle héritée de l'holacratie. Puis après, on viendra concrètement sur ce qu'on a mis en œuvre, juste pour que voilà, vous ayez quelques éléments. Je te passe la parole, Ludovic. Ouais. Ok, yes. Juste peut-être effectivement, on va dire, voilà, nous on a mis en place, on va dire effectivement de l'agilité organisationnelle. Chez nous, ça s'est appelé, on va dire, la gouvernance adaptative, gouvernance partagée, ça s'appelle un peu comme ça. C'est des choses qu'on retrouve dans différentes grandes sociétés sous des noms un peu différents. C'est dérivé de l'holacratie. On le retrouve aussi dans des pôles emploi, dans différents pôles emploi. On le trouve aussi dans le milieu médical. Ce qui est important, comme le dit Pascal, c'est pour moi avant tout de savoir pourquoi on le fait. Et c'est un lien avec, on va dire, la presse qui a été faite précédemment. C'est-à-dire pourquoi on veut faire de l'agilité, qu'est-ce qu'on veut craquer. Et dans notre cas, effectivement, on voulait mettre un peu plus de transverse, on voulait, on va dire, changer un certain nombre de choses qui, effectivement, n'allaient plus et ne collaient plus entre la façon dont, on va dire, les équipes produisaient et dans la façon dont on était globalement organisé. Et donc, effectivement, c'est quoi, on va dire, ce qu'on a mis en place, effectivement, la gouvernance adaptative ou partagée. C'est finalement, on va dire, finalement, une organisation agile, une organisation qui peut se déformer au cours du temps. C'est une organisation qui essaie de rendre les gens le plus autonomes et le plus responsables possible. Et donc, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est quoi l'AGA? Ça part déjà d'une raison d'être qui est co-construite par l'ensemble du collectif, construite avec les partenaires, construite avec les clients, avec l'ensemble du groupe. Qu'est-ce qu'on y met dans une raison d'être? Je vais pas vous le détailler, mais vous voyez bien, c'est notre mission, notre vision, nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? À partir de là, on va dire, on co-construit tous ensemble aussi, entre guillemets, des rôles. Les rôles, c'est les différents rôles qui sont là pour servir cette raison d'être, qui sont là pour atteindre nos buts que nous nous sommes collectivement fixés. Et ces rôles, ils ne sont pas du tout figés dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des rôles qui vont pouvoir évoluer au gré, on va dire, effectivement, de ce monde VUCA. On va avoir besoin d'un rôle à un moment donné et pas forcément le lendemain, on va devoir l'ajuster. Et c'est comme ça qu'on va dire fonctionne, on va dire, la gouvernance adaptative. Et justement, pour ces rôles, ils sont aussi décorrélés des personnes. Une personne, c'est pas un rôle, c'est pas une fiche de poste. Une personne peut participer à plusieurs rôles, peut être dans plusieurs rôles. Un rôle peut être effectivement activé par plusieurs personnes. On décorrèle vraiment l'individu de ce qu'on a vraiment besoin. Après, un autre principe important, c'est que ces rôles, ils sont clairement autonomes et responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Si dans une organisation, on définit qu'effectivement, il y a besoin d'un rôle com, le rôle com, il est pleinement autonome et responsable sur son périmètre. Et donc, ce n'est pas au chef de lui dire « tu vas communiquer ça ». Non, non. Il a le sens. Le sens, il l'a eu avec la raison d'être. On le partage et quelque part, il est pleinement autonome et responsable sur son périmètre et il peut faire ce qu'il veut. Et si j'ose dire, voilà, il est grand, il est mature sur ce périmètre-là. Il peut faire ce qu'il veut en termes de… C'est ce qu'on appelle le consentement, sauf s'il met à mal effectivement la raison d'être ou si il va, on va dire, empiéter sur d'autres rôles qui ont été définis. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne un petit peu, on va dire, le mode de gouvernance adaptative, avec effectivement cette raison d'être, différents rôles qui peuvent être incarnés, qui peuvent être tournants selon, on va dire, les compétences des gens. Ce qui compte pour être dans un rôle, c'est bien, on va dire, la compétence, l'envie d'incarner ce rôle. Et derrière, il y a tout un tas de process liés à l'AGA qui sont justement là pour favoriser l'intelligence collective, le partage, les décisions en commun, les réunions efficaces. C'est tout un tas de process. Alors après, dans l'agilité, j'ai envie de dire, il y a toujours une boucle, c'est-à-dire on peut le voir comme juste une méthode, mais en fait, ce n'est pas une méthode. Derrière, ce sont des méthodes qui permettent de changer les postures. Derrière, c'est une vraie affaire de posture. Et en fait, quand on a les bonnes postures, ces méthodes deviennent un peu puissantes. Donc, c'est bien, on va dire, quelque part, il y a une boucle. Les méthodes permettent aussi de changer les postures, de favoriser l'autonomie, la prise de décision, le collectif. Et les postures permettent effectivement de donner, on va dire, pleine mesure effectivement à entre guillemets, effectivement à ces process. Donc voilà un petit peu, on va dire, les fondamentaux. Et pour peut-être illustrer, c'est quoi une réunion? Les réunions sont différentes.
on sépare la stratégie, qu'est-ce qu'on veut prioriser, des réunions, entre guillemets, vraiment liées à l'organisation, réunions de gouvernance, qu'est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut changer un rôle? Est-ce qu'on veut créer un nouveau rôle ou des choses comme ça? Et des réunions opérationnelles qui sont là vraiment orientées dans l'agilité. Les rôles se réunissent entre eux et le but, c'est de craquer là où on est, c'est de partager et de craquer là où on est bloqué. Donc, si je prends une réunion opérationnelle, c'est assez simple, hein. Il y a une première phase c'est 1 heure en moyenne. Il y a une première phase de 5-10 minutes d'inclusion qui permet en fait que les gens rentrent dans la réunion. Ça se coupe avec, on va dire, un petit peu, on va dire, les réunions précédentes. Le but, c'est il y a un facilitateur et un secrétaire qui permet d'éveiller un peu tout le monde, de dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quoi on rentre aussi dans la réunion, parce qu'effectivement, si certaines personnes sont, entre guillemets, préoccupées par d'autres problèmes, c'est bien de le dire, c'est bien d'être, on va dire, en partage. Après, une deuxième phase qui est très, très courte, qui est vraiment du partage d'informations. Et puis, nos KPI, ce qu'on s'est fixé, nos KPI pas vers les chefs, pas vers le monde extérieur, nos KPI pour savoir comment on avance, on se les partage pour savoir si on est dans la bonne direction ou si on ne l'est pas. Et après, toute la dernière phase, qui est la majeure partie de la réunion, c'est là où on est bloqué et comment on va trouver ensemble des solutions, comment les différents rôles vont, entre guillemets, trouver ensemble des solutions. Et donc, l'idée, c'est un rôle, il arrive en disant, j'ai une tension. Alors, ce n'est pas une personne, hein, c'est j'ai une tension, je suis bloqué là, j'y arrive pas, il me manque tel truc. Et on l'invite plutôt même à faire une proposition en disant, moi, je suis bloqué là et j'aurais besoin de ça, ça, ça. Et j'aimerais bien que tel autre rôle me fournisse ça, ça, ça. Voilà. Et après, il y a différentes phases de partage, de la clarification. On invite les personnes à réagir autour du pont, à faire des propositions. Et après, effectivement, après, il y a effectivement le rôle propose la modification. Et encore une fois, on est dans du test and learn. On est dans le but, c'est de décoincer, c'est de trouver, on va dire, le petit pas qui va nous permettre de débloquer la situation. Et chacun est en tenir responsable de ce petit pas. Donc voilà, le but de ces réunions, c'est vraiment d'être le plus efficace possible. Et voilà. Et tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et du coup, enfin voilà, c'est un peu pour revenir là sur voilà, juste un slide un peu théorique sur ce qu'a évoqué Ludovic, et puis du coup vous illustrez peut-être ce qu'on a mis en œuvre au niveau de l'organisation. Donc Ludovic l'a dit au départ, c'était finalement dans l'objectif, enfin comme je l'ai dit un peu en intro, de comment on s'adapte nous au niveau du fonctionnement de la direction et comment on transforme, on crée plus de collaboration entre les départements. Donc on a démarré, en fait, voilà, comme l'a dit Ludovic, on s'est réunis quelque part en 2017, là, après, voilà, c'est inspiré de tout un tas de trucs pour dire, c'est quoi la raison d'être de notre direction, là, les 450 personnes, les 80 millions. Et donc le CODIR, on s'est dit, c'est quoi notre raison d'être? Donc on a fabriqué notre raison d'être, là, ensemble. C'est pas tant la petite phrase à laquelle on est arrivé qui est important, c'est le temps qu'on a passé ensemble à ergoter sur chacun des mots pour se mettre d'accord sur l'importance de tel ou tel mot. Et c'est là où on a commencé à créer un collectif. De cette raison d'être, on s'est dit, et ça c'est clé en tout cas dans ce qu'on a vécu, c'est de quoi on a besoin pour la servir. On ne regarde pas l'organisation qu'on a en place. Moi, j'avais un département, j'avais des homologues qui avaient chacun un département, donc on est 5 ou 6 là. Et en fait, chacun sur un bout de périmètre, et on s'est dit de quoi on a besoin pour servir notre raison d'être, ce n'est pas l'organisation. Donc, c'est là où on a créé ces rôles, et on va vous illustrer quelques-uns. Donc, ces rôles avaient une portée sur l'ensemble voilà, des départements, le mien et celui, entre guillemets, de mes collègues. Et donc, on a fabriqué voilà, alors un petit schéma là, qui traduit cette nouvelle forme de management de l'entité en disant, on a appelé ça notre cercle d'ancrage, ou qui est porteur de la raison d'être et où chacun, voilà, il y a des rôles qui ont pris des fonctions transverses à l'organisation hiérarchique. Donc, on a fabriqué ça, alors déjà pour décloisonner les départements et on va prendre quelques exemples là avec Ludovic. J'en prends un qui est presque un peu bateau, mais on a des problématiques dans l'informatique, mais à plein d'endroits, sur la sécurité des données avec le GDPR, la sécurité des données clients. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a besoin, avant, on va dire chacun, on traitait le sujet de la sécurité, moi, sur le périmètre des applications ou des domaines qui étaient dans mon périmètre hiérarchique, et puis mes homologues de la même façon.
Et en fait, avoir des experts de la sécurité, c'est assez rare. Donc, certains en avaient, d'autres pas. Enfin, bon, voilà. Et donc, en fait, assez naturellement, on s'est dit, ce dont on a besoin, c'est un rôle sécurité qui a autorité pour intervenir sur tous les domaines. Donc, finalement, on a inventé l'autre. On a dit, bon, ben, il y a un rôle sécurité. Là-dedans, on va y mettre les experts sécurité. Et ils ont autorité pour intervenir et faire des préconisations, quel que soit le département. Alors, ça paraît juste une évidence, mais ça veut dire que moi, en tant que manager, j'ai des gens qui ne sont pas chez moi et qui vont intervenir sur mon périmètre hiérarchique pour faire des préconisations, pour voir m'imposer des choses. Et donc là, on commence à toucher à la confiance et le lâcher-prise, de dire, ces gens-là, on leur a donné un rôle, et c'est ce qu'évoquait Ludovic, ils sont autonomes et responsables, et s'ils disent que à budget contraint, parce qu'on est toujours à budget contraint, c'est important de faire un truc chez moi plutôt que chez mon voisin, ou chez mon voisin plutôt que chez moi, eh ben, on va leur faire confiance et puis les équipes vont agir. Et à la limite, je n'ai pas mon mot à dire, en fait, mais je n'ai pas mon mot à dire parce que je leur fais confiance. Donc voilà, ça, c'est sur un truc très opérationnel. Et puis, on a deux autres exemples. Je vous en commette un et puis Ludovic commentera le deuxième sur les cœurs des prérogatives des managers. Alors, le premier que je vais évoquer, c'est le recrutement et le staffing dans nos équipes. Et alors, je vous prends cet exemple-là. On n'est pas arrivé du jour au lendemain sur ce mode de fonctionnement. On a itéré, comme l'a dit Ludovic, on a d'abord créé un rôle et puis ça ne marchait pas, donc on a changé, puis ça ne remarchait pas, puis on a rechangé. Alors, comme disait Xavier, voilà, on a sans doute perdu en efficacité à des moments, mais pour progressivement être dans cette amélioration continue, voilà, donc pas essayer d'utiliser toujours les mêmes pratiques et essayer de se challenger. Bon, et ce à quoi on est arrivé, c'est de dire, alors avant, comme beaucoup, pour staffer dans mon département, qu'est-ce que je faisais 2 fois par an ou 1 fois par an? On allait faire la danse du ventre devant le chef pour dire mes projets sont plus importants que ceux du voisin, c'est moi qui dois recruter. Et puis c'est le chef, enfin voilà, mon chef qui tranchait en disant OK, alors toi tu vas recruter X personnes et puis toi non, ou toi ça sera l'année prochaine, etc. Et finalement, au lieu de jouer collectif, en fait, on joue perso là, dans ce jeu-là. C'est moi, je défends mes projets, je défends mon budget, je défends mon département auprès de mes pairs, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, on perd le sens. Donc là, ce qu'on a dit, c'est qu'on a notre raison d'être, on a les priorités de l'entité, et on a donc créé un collectif dans lequel on a dit là-dedans, il faut qu'on ait des gens on est répartis sur 12 sites en France, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Paris, Orléans. Donc on a dit, il faut des gens qui aient une vue de ce qui se passe localement, les compétences qu'on a localement pour garantir la pérennité d'un site, la pérennité des compétences sur le site et la capacité à traiter ce qu'on a à traiter. On a plusieurs métiers, chefs de projet, développeurs, donc il nous faut des experts qui ont une bonne connaissance de comment ces métiers-là évoluent et comment ils se déforment, c'est quoi les compétences de demain. Et puis des gens qui ont une vue des priorités de l'entité à plus ou moins court terme. Et donc ces gens-là, ils sont dans le rôle staffing. Et puis, quand on doit décider des recrutements, eh ben, c'est cet ensemble de pairs, et là-dedans, il y a des managers et des non-managers, ils vont prendre la décision pour l'ensemble des départements, donc pour le mien et ceux de mes voisins, pour dire cette année, c'est à cet endroit-là qu'on va recruter. Alors, cette année, c'est chez Pascal, on va recruter X personnes. Ou cette année, non, Pascal, tu ne recruteras pas, ça sera ailleurs, même si tu as eu des départs, ils ne seront pas remplacés. Parce que pour la raison d'être et pour servir la raison d'être de l'entité, c'est plus important de faire ça ailleurs. Et là, on revient sur ce que je disais avant pour la sécurité. Là, c'est mes prérogatives de manager. Donc, des gens vont dire si j'ai le droit de recruter ou pas. Mais en fait, on a fabriqué un collège de pairs, de gens du département, qui représentent les sites et les compétences. Et donc, le sujet, c'est de leur faire confiance en disant les décisions sont transparentes. Donc, tout le monde peut mettre son nez en disant mais pourquoi vous avez décidé que ce n'est pas Pascal qui recrute et que c'est tel autre et on parlait de la communication et peut-être de la transparence. Et donc, voilà, du coup, c'est ce collectif de gens qui sont managers ou pas managers qui, ensemble, vont dire cette année, on pense que c'est pour le département important de recruter à tel ou tel endroit sur tel ou tel sujet. Et du coup, mon chef et moi, on n'a plus notre mot à dire, en fait. On a un rôle qui est autonome et responsable sur ce sujet-là. Et on en a un autre, donc Ludovic, je te passe la parole, qui est aussi au cœur des prérogatives des chefs.
Ouais, c'est exactement dans le même genre que le staffing, c'est l'aspect budget. C'est pour faire simple, hein, chez nous, il y a deux types de budgets. Il y a les budgets liés à des évolutions qu'on nous demande au niveau marketing, etc. Et puis, il y a un énorme budget qui est comment je maintiens à niveau l'ensemble de mes applications. Donc, il y en a plusieurs centaines hein, quand même, donc voire on s'approche du millier. Donc, c'est comment je maintiens ces trucs-là, parce qu'effectivement, vous devez, il y a des trucs qui deviennent obsolètes, il y a des problèmes de sécurité, etc. Et avant, on va dire dans le monde d'avant, comment ça fonctionnait bah, s'il y a un budget, même si c'est plusieurs millions, bah, il est au niveau chef, au niveau codir, exec, et puis après, il est chacun, bah, il est séparé entre la partie grand public, la partie entreprise, machin. Et donc, bah, comme le dit Pascal, c'est comment il est séparé entre les grands chefs bah, un petit peu parce que bah, on prend un peu la copie de l'année d'avant, on prend un petit peu la copie du patrimoine, c'est-à-dire combien il y a d'applis à droite, à gauche, machin, puis celui qui crie un peu le plus fort. Et donc ça descend de codir en codir comme ça. À chaque étage, on va dire le directeur 1, puis le directeur 2, et ainsi de suite. Et puis à la fin, ça arrive bah, aux opérationnels. Et c'est un budget qui est complètement splitté. Chacun, on voit le sens un peu différemment. Certains disent c'est pour maintenir mes compétences, d'autres c'est dire il y a des failles de sécurité, c'est ça que je sens. D'autres c'est bah, non, je veux être up to date. Et donc c'est un peu ça, c'est descendu de manière toutes les strates hiérarchiques. Et puis bah, le problème, c'est que quand il y a, même si c'est plusieurs millions, quand c'est, on va dire, des centaines et des milliers d'applis, à la fin, ben, le budget, il est assez rikiki si on part sur une seule appli pour mettre à niveau un truc de sécurité. Donc, bah, des fois, les gens le dépassent. Donc, le fait que bah, le budget soit un petit peu dépassé, bah, on a fait tout un tas de structures, on va dire, pour, entre guillemets, bah, comme on a une contrôle pour arriver à le gérer avec des PMO, des réunions de suivi, machin, etc. Et à chaque strate de la hiérarchie, on remontait, entre guillemets, ces suivis. Donc ça, c'était le monde d'avant. Et on va dire, bah, dans le nouveau monde, c'est assez simple. Hein, bah, il y avait un rôle qui s'appelait affecter les moyens. Bah, qu'est-ce qu'il a pris? Il est autonome et responsable. Il a dit, bah voilà. Et il a dans sa raison d'être ce rôle aussi, on va dire, d'être transparent, de donner du sens. Bah, en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ces premiers trucs, bah voilà, on attend le million. On le met au centre. C'est quoi nos priorités bah, il a été voir l'ensemble des opérationnels, les architectes techniques, etc. C'est quoi nos priorités de l'année bah, ça va être la sécurité. On veut atteindre tel niveau de sécurité globalement, on veut faire ci. Bah, on l'a communiqué à l'ensemble. Et après, on a dit, bah, c'est super simple, en fait, pour avoir accès à ce budget. Tout le monde peut y avoir accès. Bah, vous montez un dossier et vous allez, effectivement, vous savez quelles sont nos priorités. Et en fait, vous allez devant l'ensemble de vos pairs faire cette demande et on va vous le donner. C'est vos pairs et les personnes compétentes qui vont vous donner accès à ce budget en fonction des priorités. Et bien juste, vous allez rire, la première année, on n'a pas dépassé le budget alors que tous les ans, on le dépassait. Le suivi, il a été beaucoup plus simple. Et puis à la fin, on a su ce qu'on en faisait de ce budget, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne l'a pas saupoudré, on l'a mis aux bons endroits pour faire ce qu'on s'était dit en début d'année. Et donc voilà, c'est des exemples. Alors on aurait sans doute pu le faire dans le monde d'avant, mais ça aurait nécessité d'aller à tous les étages de direction, dire ah ben c'est plus vous qui faites. On aurait inventé un nouveau chef pour prendre en carte ce budget-là. Il n'aurait peut-être pas eu accès aux bonnes ressources un petit peu partout. Disons que on va dire notre mode de fonctionnement a favorisé, on va dire l'émergence effectivement d'un budget compris par tout le monde, priorisé de la même façon par tout le monde, et on va dire sans frustration, j'ai envie de dire, alors qu'avant, effectivement, on avait toujours pourquoi l'autre a eu plus de budget que moi. Non, là, tout est transparent et c'est fait par les bonnes personnes. Voilà. Et ouais, voilà, ça c'est des exemples concrets. Alors, à nouveau, on n'est sans doute pas arrivé en une fois sur ces trucs-là. C'est là où les mécaniques de gouvernance adaptative fait on a notre raison d'être. On démarre avec des rôles, ils sont pas parfaits, donc on se dit, bah, au début, d'ailleurs, ce rôle-là, ces deux rôles-là, on les avait pas créés, on restait dans notre mode, enfin voilà, de tomber en plus du budget là. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit non, mais ça nous empêche de jouer collectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? On ne traite pas les priorités. On a beaucoup plus de mal à s'ajuster puisque le budget est descendu en pluie dans des cadrages de chaque département. Et puis, du coup, voilà, on essaie de le dépenser pour être sûr d'en avoir l'année prochaine. Enfin, ça conduit à plein de travers, sans doute. Et du coup, là, c'était de se dire le porte-monnaie, il est au milieu. Et s'il faut s'ajuster pendant l'année, eh ben c'est un collectif d'experts et de pairs qui décide. Et à nouveau, moi, en tant que manager, sur mon périmètre hiérarchique,
On a dit, c'est plus toi, Pascal, qui va décider si tu as tant de budget, enfin, tu ne reçois plus le budget si tu le mets à droite ou à gauche. C'est un collège d'experts. Donc, on revient sur cette idée de confiance. Et à la limite, alors moi, en tant que manager, finalement, paradoxalement, j'ai beaucoup plus de sérénité parce que je sais que ces experts-là, ils ont travaillé entre eux pour servir la raison d'être, et ce n'est pas pour servir les intérêts du périmètre de Pascal ou de Georges ou de mes homologues en priorisant telle ou telle action. C'est que c'était un mélange des différents départements, et on leur a dit, c'est vous, dites-nous où c'est le plus important de dépenser, de dépenser ces budgets-là. Donc, on y a été progressivement pour arriver à ce mode de fonctionnement en ajustant les rôles et en tâtonnant et puis en essayant des trucs. Et puis, voilà. Donc, c'était un peu pour illustrer ce côté gouvernance adaptative. C'est un peu ce que disait Ludovic dans la théorie. C'est on fabrique des rôles et ensuite, chaque fois qu'on se dit non, mais là, ce rôle-là, il ne fonctionne pas très bien. Il y a des trucs qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait une réunion dédiée, et donc c'est nos réunions de gouvernance. Et finalement, on a des temps de réunion dédiés pour ajuster les rôles et les ajuster en permanence au contexte et à ce dont on a besoin. Donc, le rôle sécurité, c'est créé en cours de route. Ce rôle budget, pareil. Et on n'avait pas la copie parfaite du premier coup. Pascal, ouais. Je me permets, alors, déjà, petite, je pense que pour les personnes qui vous écoutent, je pense que dépenser les budgets avant la fin de l'année, parce que sinon, on ne va pas avoir la même enveloppe l'année prochaine, je pense que ça ne doit pas exister dans votre monde, j'imagine, mais je pense que ça les voilà. Je vois Mylène qui réagit, donc c'était bien l'intention, donc je pense qu'effectivement, il y a de la transposition possible. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, peut-être, c'est peut-être des questions, parce qu'effectivement, alors je les mets dans le chat, on parle d'holacratie, on parle de nouvelles formes d'organisation de travail et de management. Vous avez parlé de l'entreprise à mission, de la raison d'être. On a parlé des rôles, effectivement, à travers cette notion de gouvernance adaptative, etc. Ce qui peut sembler aussi, effectivement, une sémantique, un nouveau vocabulaire pour lesquels certains d'entre vous sont peut-être familiers, l'ont peut-être déjà découvert ou pas du tout. Donc, moi, je propose peut-être que ceux qui le souhaitent, un petit temps de questions. Et puis, dans un deuxième temps, par rapport à votre présentation, si Pascal et Ludovic, il y a des choses complémentaires de poursuivre. Mais voilà, si je passe la parole à ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui souhaiteraient poser une question directement à Pascal et Ludovic. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Alors, Mylène, je ne sais pas, il y a le budget. Je vous voyais hocher tout à l'heure. Non, oui, ça nous parle dans la fonction publique, les budgets que l'on se doit de consommer si on veut avoir l'année prochaine. Non, moi, je n'ai pas spécialement de questions, peut-être une réaction, effectivement, en comparaison, de se dire que, oui, nous, chaque année, on achète des voitures, on renouvelle notre parc automobile, on a des voitures, on ne sait plus quoi en faire. Et depuis 2 ans, effectivement, notre parc automobile, on l'utilise bien moins. On se déplace bien moins depuis mars 2020. Et donc, on a tenté, nous aussi, d'être un peu agile, on va dire, en transformant et en essayant de convaincre là aussi d'arrêter d'acheter trop de voitures pour s'équiper en informatique, pour s'adapter à notre contexte. Et effectivement, ce n'est pas spécialement un groupe de chefs. On a travaillé là aussi en équipe volontaire, on va dire, pour voir quel type de matériel, comment s'équiper, comment travailler. Voilà, donc ça fait écho un peu à tout ce que vous dites, là, ce côté un peu, les gens, c'est un groupe, c'est une certaine autonomie, on donne une certaine compétence, mais aussi cette autonomie, et on dit allez-y. Et ce groupe-là a travaillé, a dit voilà, et puis au bout d'un certain temps, on a besoin de temps. Les budgets ne sont pas explosés. Voilà, donc ça me parle aussi.
Et en plus, ça correspond à nos besoins. Et donc, et on s'adapte dans ce contexte-là. Alors après, on n'emploie pas tous vos termes, etc. Mais bon, dans la pratique, voilà, il y a des choses qui font écho potentiellement aussi dans la structure. Mylène, une petite question en rebond. Qui donne, dans un environnement très régulé comme les vôtres, qui donne ce premier niveau d'autorisation dont vous parlez pour faire différemment? Évidemment, c'est la direction. Et aussi parce qu'on était dans un contexte où alors les DDT connaissent bien. En ce moment, on avait un secrétariat général qui s'occupe mission support, ressources humaines, logistique, etc., qui a été fusionné avec la préfecture et d'autres directions. Donc, quelque part, nous avons perdu, entre guillemets, en tout cas, ça a été transformé, c'est parti, tous les agents sont partis de notre structure et sont allés et ont été mutualisés au sein d'une autre structure. Donc, on a un éloignement, etc. Et ces sujets-là d'informatique, oui, on a un service informatique qui gère ça, mais c'est un peu éloigné de nous. Enfin, voilà, il a fallu qu'on retravaille aussi. La direction, à un moment, s'est dit, bon, comment on fait ça? Et au final, voilà, avec un groupe de collègues, on s'est dit, bon, allez, on y va. On s'organise, on a besoin. Voilà. Mais c'est la direction qui, à un moment, a dit, bon, oui, puis là, j'ai pas le choix, il me faut quelqu'un, il me faut une organisation qui se mette en place pour qu'on avance. Mais c'était direction. Et puis j'entends aussi ce que vous disiez aussi, c'est une direction qui a dit, bon, allez. Puis on a un groupe transformation numérique aussi de la structure qui est ouvert aux volontaires, vraiment de la structure, toute catégorie, tout agent. Et on propose pas mal de choses, effectivement, dans la structure. Et la structure et la direction, et les chefs de service et tous les responsables qui sont les supérieurs de ces personnes-là volontaires laissent travailler leurs collaborateurs sur cette thématique-là, qui est une thématique très transversale pour la structure. Et dans ce groupe-là, moi qui suis chef de service, je le copilote avec un autre collègue qui est adjoint, mais on est vraiment dans un état d'esprit, il n'y a pas de chef, on est un groupe. Peut-être pour rebondir et aller un peu dans le sens de ce que vous dites, on fait le même constat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mandat qui soit donné à un niveau de la hiérarchie, en tout cas, pour autoriser ces groupes. Et effectivement, donc, et que quel que soit le résultat du groupe de travail, finalement, le management s'engage à suivre les préconisations. Et du coup, voilà, ça veut dire que des fois, nous, en interne, on dit le poisson pourri par la tête. Et donc, si le chef n'est pas d'accord, et ben, du coup, ça ne marchera pas. Ou alors, on dit aussi des fois, plus on décide loin des opérationnels, plus on ajoute de l'incompétence. Mais c'est bien pour des sujets de terrain. Ça ne veut pas dire qu'il y a… C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, dans ces théories-là, on dit des fois, il n'y a plus de chef. Du coup, on a plutôt… On pourra revenir après, on essaie de séparer le rôle de lead opérationnel ou de lead d'un sujet qui va prendre des décisions concrètes sur le terrain avec de l'autonomie, de la responsabilité et peut-être du rôle du chef qui va donner le sens, le pourquoi on est là, mais qui ne va pas dire le comment, qui laisse l'autonomie au comment. C'est un peu ce que j'évoquais dans les pratiques agiles informatiques. On est outillé pour ça. Et donc là, voilà, ces outillages-là qu'on appelle holacratie, gouvernance adaptative, c'est vrai que c'est des termes un peu barbares. On revient au bon sens peut-être de dire c'est ceux qui font, qui savent quand on est dans le comment et l'opérationnel. Et puis, entre guillemets, les chefs, ils donnent le cap et la direction. Mais ils doivent donner le mandat et l'autonomie aux équipes pour faire. Et s'il y a des équipes qui viennent me demander de décider certains trucs, alors si c'est des trucs très techniques, je vais leur dire je vais être moins compétent que vous, donc je vais raconter des âneries, je vais prendre une mauvaise décision. Enfin, ça paraît bateau, hein, mais on revient, voilà. Donc s'ils me font décider à moi, je vais dire je rajoute de l'incompétence, quoi. Moi, je peux vous donner le sens, le pourquoi on est en train de faire tel ou tel truc. Ou c'est bien de clarifier, et c'est là où les rôles, notre mécanique de rôle nous aide à dire qu'est-ce qui est du ressort de la décision de tel ou tel groupe de personnes, de qu'est-ce qui est la décision de quelqu'un d'autre. Mais ce sujet du management et de la posture des managers est juste clé si on veut amorcer cette dynamique de partage. Ouais. J'ai bien aimé ce qui a été dit justement dans votre groupe où il y avait la partie posture
Et en fait, j'en reviens à ça. Pour moi, toutes les méthodes, avoir des rôles, le fait que dans nos réunions, effectivement, il y ait justement un facilitateur qui ne soit pas le chef, qui soit garant du process, etc. C'est juste des méthodes qui facilitent en fait ce changement de posture et le fait de dire ah bah, non, ce n'est pas le chef qui va parler en premier, tout le monde va dire comme le chef. C'est juste des méthodes qui facilitent cette transformation de posture. Mais l'important, il est dans ce que vous avez dit. À la fin, c'est d'avoir un collectif qui est dans la bonne posture, dans une posture d'agile, de dire je sers le plus grand nombre. J'ai compris quelles sont les priorités, je sers le plus grand nombre et c'est les personnes les plus compétentes qui, entre guillemets, prennent les décisions. Et donc, c'est finalement ces méthodes, ces rôles de facilitation, ces trucs comme ça, bah, ça sert juste à favoriser ça, à favoriser effectivement le déploiement de l'agilité et des bonnes postures. Voilà. Merci Ludovic. Il y avait quelqu'un a levé la main. Je crois que c'est quelqu'un qui est en Suisse, Xavier Bronlet, qui a levé la main. Donc on va pour une remarque ou une question. Et puis je crois peut-être aussi dans un même temps d'intervention, Pascal et Ludovic, il y avait peut-être une ouverture justement sur l'évolution du rôle managérial et puis les facteurs clés de succès de votre expérimentation que vous souhaitiez partager aussi avec le groupe. Xavier? Oui, merci Gérald. Et donc, sans vouloir déranger la Boétie et le discours de la servitude volontaire, on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup du rôle du manager, mais il faut bien entendu pour que ça marche que les personnes prennent leurs responsabilités. Donc, donner l'autonomie, c'est une chose, mais prendre ses responsabilités, c'est une autre. Donc, qu'avez-vous fait pour passer monde d'avant où on n'avait pas forcément des gens qui étaient enclins à prendre leurs responsabilités, au monde de maintenant où effectivement chacun est amené à oser ses limites, prendre ses responsabilités pour créer une aire de jeu commune dans laquelle va naître en fait l'intelligence collective. Concrètement, comment est-ce que vous avez aidé ces gens à prendre leurs responsabilités? On tâtonne sans doute, pas mal. Je reviendrai peut-être sur ce qui a été dit sur appétence et compétences et ce qu'a dit Ludovic, c'est que déjà on n'a pas cherché à déployer ces méthodes. Le CODIR s'en est saisi en disant nous on veut casser nos silos, fonctionner différemment. Et après Ludovic s'en occupe, créer un rôle accompagnement au changement pour finalement partager des pratiques, donner envie, essayer de voir les pour et les contre, de partager avec l'ensemble des collaborateurs de la direction les avantages, les inconvénients, mais en leur disant ça c'est des outils. Dans votre équipe, votre collectif, posez-vous la question de c'est quoi vos problématiques et est-ce que vous avez envie de vous servir de tout ou partie de ces outils-là. Et donc, on n'a pas cherché à déployer le truc en disant partout dans le département, et ça, c'est peut-être, en tout cas dans notre expérience ou retour d'expérience, comme ça touche à la posture, et c'est ce que vous dites, si les gens n'ont pas envie, si on les force, on a quelques bons contre-exemples de mascarade d'agilité où à l'inverse, les gens ont dit bon, ça a l'air d'être le truc à la mode, on va y aller. Et donc, on fait ça. Puis, dans ce collectif-là, s'il y a des acteurs qui ont des égos très importants et qui ne sont pas prêts finalement à le mettre de côté, ou alors des gens qui ont des agendas perso en disant je vais être calife à la place du calife et finalement, c'est un moyen de prendre du pouvoir sur le périmètre d'à côté. Donc, ils ne servent pas vraiment la raison d'être. En fait, on a eu des situations comme ça où ça a créé des conflits de personnes parce que ça les a mis en avant bien plus graves, parce que certains n'osaient pas prendre les devants, même s'ils étaient légitimes en termes de compétences. Donc, je ne sais pas si j'ai une bonne raison, à part dire on n'a pas cherché à déployer, on a cherché à acculturer. Finalement, j'évoquais des LearnX. On a acheté des bouquins, là, les bouquins que je vous citais, on les a mis en libre service sur tous nos sites en disant aux gens lisez-les, voilà des vidéos, inspirez-vous. On a fait des sessions de partage, de retour d'expérience en interne sur les gens qui avaient essayé des trucs, pour donner envie. Et sur la volonté de prendre des initiatives, c'est plutôt, ça s'est fait là où les gens avaient envie d'y aller. Et quand des acteurs ont dit mais moi ça me va bien finalement que mon chef me dise ce que j'ai à faire, je ne me mets pas en danger, c'est lui, et puis si ça tourne mal, finalement c'est lui qui assumera et c'est pas ma faute, moi j'étais dans le process.
on a des cas comme ça, mais effectivement, on essaie plutôt par témoignage, finalement, voilà, de changer un peu les pratiques. Alors après, peut-être dans mon département, là, avec Ludovic, ce qu'on essaie d'expérimenter, et aussi de favoriser des communautés de pratiques. Donc, on dit on a nos rôles et à côté, par métier, donc on a des communautés où les gens vont pouvoir échanger. Et là, c'est pareil, on a peut-être inventé l'eau tiède, hein, mais justement, sans relation hiérarchique, de partager leurs expériences, de s'entraider, de demander l'avis à des pairs, c'est des choses qu'on ne fait pas bien en fait. Hein. Et puis manager, sans doute encore moins que les autres. Quand je suis en difficulté sur un sujet, oser dire j'y arrive pas, et puis je vais demander à un voisin, à un de mes collègues de me dire bah, toi, comment tu fais dans ce cas-là? Ce n'est pas un truc qui nous vient facilement. Donc là, voilà, on crée ces communautés plutôt de pratiques où les gens vont essayer de s'entraider. Bon, et ça met du temps en fait. Hein. Enfin voilà, ça met du temps. C'est peut-être ce que vous avez dit, hein, c'est des sujets de transformation. Et je pense l'ordre de grandeur, alors Decathlon et d'autres, ils y sont depuis 10 ans. Nous, on démarre là, enfin, ça fait que quelques années et on se dit, c'est jamais fini. C'est peut-être un autre, enfin, c'est une longue réponse. C'est jamais fini dans le sens où là, bah, dans la direction où je suis, on a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Le chef avec qui on a lancé ce truc-là, je dis le chef, mais a changé. Et du coup, là, on est en train de se re-questionner, de retrouver nos marques les uns avec les autres pour dire, mais est-ce que finalement, toute notre mécanique là, de délégation, est-ce que tout le monde va vraiment jouer collectif? Et donc, en fait, c'est en permanence là, ce climat de je fais confiance à un tel ou un tel pour prendre des décisions sur mon périmètre, c'est hyper fragile, en fait. Hein. Et donc, c'est en permanence à retravailler avec, voilà, avec ses pairs, ses collègues, ses équipes pour se re-questionner. C'est une réponse un peu longue. Je ne suis même pas sûr que j'ai répondu à la question. Je peux peut-être faire aussi une réponse un petit peu longue, mais parce que ça me parle particulièrement de cette question-là. Et on avait discuté avec Alexandre Gérard, notamment avec cette métaphore de dire quand tu ouvres la porte d'une prison, les prisonniers vont s'enfuir. Là, ce n'est pas parce que tu ouvres la porte que les salariés ou que l'ensemble des personnes vont prendre l'autonomie et dire chouette, on m'ouvre un champ des possibles, je vais faire plein de choses. Ce n'est pas le cas. Et donc, moi, j'ai envie de dire, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de toujours savoir pourquoi on le fait. C'est comme l'agilité. Pour moi, c'est toujours avoir le pourquoi on le fait. Ce qu'a dit Pascal, y aller par petits pas. On ne va pas dire prenez le budget et gérez des millions, etc. à la personne. Non. L'idée, c'est y aller par petits pas, par capillarité, démontrer que c'est possible. Il y a un vrai rôle sur les managers, une vraie acculturation des managers. Nous, on a fait passer tous nos managers dans un dispositif essentiel manager, justement pour que les managers eux-mêmes apprennent à lâcher prise. Et puis après aussi, on va dire, soient à même d'accompagner les personnes. Parce qu'effectivement, dans ces systèmes où, entre guillemets, on va dire, le pouvoir est plus réparti, etc., ça peut être anxiogène pour les gens. Et le rôle du manager est encore plus important parce que, on va dire, le manager, il doit accompagner ça. Et le manager, on revient à la fonction managériale et je ferai peut-être la transition avec le prochain sujet. Le manager, dans tout ça, finalement, il revient vraiment sur ses fonctions, entre guillemets, régaliennes, d'accompagner les gens, faire que les gens soient bien dans la nouvelle structure. Et donc ça, c'est super important pour moi d'avoir bien formé, on va dire, les managers qui soient en connaissance de cause, qui soient, entre guillemets, en terrain, où ils puissent accompagner cette évolution, accompagner les gens, s'occuper de leur bien-être, s'occuper, on va dire, de leur parcours, de leur formation, et puis jouer un rôle actif et se retrouver dans cette transformation. Voilà. Un autre élément, mais voilà, je n'ai peut-être pas non plus complètement répondu parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse unique. Hein. Enfin, faut être conscient. Hein. Voilà, comme le dit Pascal, j'ai envie de dire, c'est le défi. Et s'il y avait une méthode, je pense que tout le monde l'utiliserait. Voilà, faut être humble devant cette question. Et en plus, faut accepter que tout le monde ne sera pas agile. C'est aussi ça, je pense que voilà, et prendre soin de tout le monde. Et c'est le rôle du manager. Pascal, Ludovic, je me permets juste, pardon, Xavier, comme il est 11h, on avait évoqué effectivement une pause à 11h, mais comme on a eu ces petits problèmes techniques, est-ce qu'on peut se dire jusqu'à 11h07, encore 7 minutes pour vous permettre de développer le dernier point? Et puis, en fonction, j'allais dire, de votre agenda, Pascal et Ludovic, bien entendu, si vous souhaitez poursuivre avec nous, c'est avec grand plaisir. Sinon, voilà,
on vous libérera. Enfin, oui, pas de problème pour moi pour rester. Au contraire, comme on l'a dit, on est toujours en train d'apprendre ou de chercher à apprendre. Et donc, voilà, les échanges aussi nous alimentent pour dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Bah, dans ce cas-là, après la fin de votre intervention et la pause qu'on va vous proposer de faire, le temps d'atelier que j'évoquais, qui permettra ensuite en restitution de repartager peut-être sur tous ces éléments. Xavier, alors je ne sais pas si c'est une remarque très brève pour permettre à Pascal et puis… Quand on parle de temps, effectivement, j'évoquais la Boétie au XVIe siècle. Donc voilà, et je pense que son discours d'asservitude volontaire est plus que jamais d'actualité. Et a-t-on fait des progrès en 3 siècles? Je ne sais pas. Donc effectivement, on est dans une adaptation continue. Le rôle du manager, j'aime beaucoup la théorie développée par Winnicott, pédopsychiatre anglais, qui explique le rôle des parents, qui doit être simplement bon à suffisance. Je pense que c'est la même chose pour les managers. C'est mettre ce qu'il n'y a pas dans le groupe pour faire en sorte que ça marche. Et puis, comme on dit ici à Lugano en italien, si ce sont des roses, elles fleuriront. Voilà. Merci pour ce message d'espoir. On va laisser peut-être Pascal et Ludovic pour le dernier temps d'intervention. Voilà, si en 5-10 minutes maximum, c'est possible pour vous. Oui, mais du coup, effectivement, c'est quelques messages complémentaires. Du coup, ce qu'on cherche à expérimenter, c'est un peu ce qu'a dit Ludovic là à l'instant, c'est de séparer, ou rendre explicite les différents rôles du manager qu'on a aujourd'hui, voire les rendre indépendants. Alors, je m'explique, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais dans notre modèle hiérarchique pyramidal, finalement, je dis volontairement, je suis chef des gens je suis responsable d'un sujet opérationnel, à développer des logiciels de facturation, et je manage comme chef les gens qui s'occupent de ce sujet-là. Et donc, il y a cette espèce de bijection, là, je suis chef des gens qui interviennent sur un sujet. Et ce qu'on essaie d'expérimenter, c'est ce qu'évoquait Ludovic, c'est de dire, en fait, moi, si j'ai l'appétence, je peux avoir un rôle de manager régalien des gens pour m'occuper d'eux, j'ai envie de dire, indépendamment de ce qu'ils font aujourd'hui, de leur parcours dans l'entreprise ou dans l'entité, de leurs compétences, de leur bien-être, etc. Et je peux avoir un rôle de responsable opérationnel d'un sujet, mais il n'y a pas forcément obligation d'avoir cette bijection. Donc, on est en train d'essayer d'expérimenter des trucs où on dit je vais manager des gens qui ne sont pas forcément dans mon périmètre hiérarchique, mais parce que j'ai des compétences et je peux les aider à progresser dans les leurs, parce qu'on a le même métier ou on a eu le même métier. Donc, voilà. Donc, je vais manager des gens plus comme manager coach pour les aider à se développer dans l'entreprise, leur donner les clés pour réseauter dans l'entreprise, les conseiller sur leur parcours, etc. Et puis, je peux avoir un rôle de lead opérationnel sur un sujet, mais donc moi, ça reste le périmètre d'application, mais pas être le chef de ces gens-là, en fait, ou pas. Et il y a peut-être des gens qui vont avoir leur manager régalien va être ailleurs et pas un de mes N-1 ou N-2. Enfin voilà. Et donc, on est en train d'expérimenter ça. Et c'est assez intéressant. Alors, ce n'est pas la logique de dire on fait systématiquement la séparation. Il y a des cas où ce n'est pas pertinent, donc on ne va pas le faire. Et puis, il y a des cas, au contraire, c'est intéressant. Et pour compléter, effectivement, on se dit il faut que les gens soient… Voilà, je parlais des communautés, dans des communautés de métiers ou de pratiques pour avoir des conseils. Donc, voilà, on est en train d'expérimenter ça en disant… j'ai des leads opérationnels et du coup, on a tendance à dire les gens qui sont responsables opérationnels n'ont pas besoin d'être chefs, entre guillemets, des gens. Bon, voilà, c'est juste pour vous partager. Là, on est en train, avec plein de questions que ça pose, parce que peut-être comme vous, on a des parts variables et puis des entretiens individuels tous les semestres et puis la rémunération. Donc, dans ce cas-là, comment on fonctionne? Donc, c'est le sujet sensible pour dire alors… qui est pertinent pour définir la part variable? Est-ce que c'est le lead opérationnel qui voit les gens intervenir au quotidien dans leurs activités, ou est-ce que c'est le manager hiérarchique régalien quand ce n'est pas le même?
Et donc, comment les deux, finalement, apportent leur feedback voilà, pour donner un feedback à la personne et dire bah, OK, ça va bien, là, tu peux progresser. Donc, voilà, on a ces questions-là d'expérimentation. Et c'est en allant voir Decathlon, d'ailleurs, et d'autres boîtes où on cherche à favoriser cette logique de rôle plutôt que de fiche de poste et de dire les personnes, elles peuvent de plus en plus, en fonction de leurs appétences, ce qu'elles ont envie de faire et là où elles ont envie de mettre de l'énergie. Et donc, ça reboucle avec le bien-être. Enfin, voilà, c'est de se dire, les gens qui ont envie de mettre de l'énergie dans plusieurs rôles, donc sur plusieurs sujets, il faut au contraire les laisser se développer dans ces différents sujets-là pour qu'ils trouvent leur plus grande satisfaction et bien-être dans le cadre de l'entreprise et qu'ils donnent tout ce qu'ils ont envie et qu'ils retirent de l'entreprise tout ce qu'ils ont à y trouver. Et du coup, ils ne vont pas avoir un seul chef, entre guillemets, ils vont intervenir à plusieurs endroits. Et ils auront un manager régalien. Effectivement, là, ils n'en ont qu'un, mais pour s'occuper d'eux, pour les conseiller dans leur parcours. Voilà. Donc, c'est cette logique de dire, pour ceux qui le souhaitent, avoir plusieurs rôles, mais avoir un seul manager. Quoi. Donc, voilà, on est en train d'essayer ça. Donc, je ne sais pas vous dire si c'est bien, pas bien. On voit quand même certains avantages. Ludovic, je te passe la parole. Ça libère la parole. Donc, je sais qu'il y a des gens avant que je manageais, mais j'étais leur chef, leur manager hiérarchique et à la fois, ils intervenaient sur les sujets dont je suis responsable, les applis de facturation. Ils n'osaient pas me dire des trucs. Et puis, finalement, ils vont aller les dire plus facilement à leur manager d'aujourd'hui parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ce qu'ils ont envie de dire et le fait qu'ils interviennent sur de l'opérationnel où je suis responsable. Donc, ça libère et ça fait sortir des tensions, des inquiétudes, des trucs qu'ils n'auraient pas dit. Ça, c'est au moins un signal positif qu'on a vu et ça nous aide à traiter d'ailleurs parce que pas l'impression d'être méchant, mais en tout cas, ils n'osaient pas me dire des trucs et donc on ne pouvait pas traiter, en fait, on ne pouvait pas améliorer la situation dans certains cas ou avoir ces signaux faibles pour dire bah, là, il y en a un qui ne va pas bien ou ça ne lui plaît plus trop ce qu'il fait, mais il n'ose pas le dire. Il aurait envie d'aller faire autre chose, mais voilà. Bon. Ludovic, Ouais. je vous propose de terminer sur ce plan d'intervention, si ça vous va. Et puis après, on va faire, je pense, une pause, mais comme Pascal nous a dit qu'il pouvait rester, c'est avec plaisir. Et puis pour vous aussi, si pour ma part, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Je vous donne la parole pour finir sur l'intervention. Merci. Non, mais pour finir, juste, effectivement, ce que dit Pascal sur les rôles, ça peut paraître un petit peu artificiel, mais quelque part, effectivement, segmenter les différents rôles du manager, détricoter ce qu'il y avait dans le chef avant, je pense que c'est quelque chose qui aide et qui est quand même vachement facilitant. Ça aide quelque part. Les gens, maintenant, ils ont un écosystème. Ils ont des gens avec qui ils travaillent. Ils ont des gens avec qui, quelque part, entre guillemets, qui leur donnent ce qu'ils vont faire. Ils ont des gens qui s'occupent d'eux, qui s'occupent de leur développement, qui s'occupent de les faire grandir, hein, que la métaphore, on va dire, effectivement, du végétal, effectivement, de les faire fleurir. Et voilà, je pense que c'est un écosystème différent et rendre explicite ça, c'est un peu ce qu'il y a derrière certaines de ces méthodes et ça peut apporter effectivement, comme l'a dit Pascal, des gens qui n'osaient pas le dire ou des conflits d'intérêts entre la direction, ce qu'on a à faire en termes d'opérationnel et c'est quoi mon développement de compétences, qu'est-ce que je veux faire plus tard, comment je me projette dans ou le manager qui dit oui, mais moi si je le fais se développer et qu'il s'en va, en fait, mon service, il est mort. Donc, j'ai envie de dire, ça rend explicite tout un tas de trucs, ça ne les résout pas, mais le fait, ça les rend explicites et au moins, ça nous fait nous poser des questions sur ces sujets-là et mettre effectivement l'humain au centre et les personnes au centre, on va dire, de ces dispositifs. Voilà. Et je vais pas… Je m'arrête là. Merci beaucoup Ludovic et Pascal pour votre intervention. Pascal met à l'écran donc effectivement des livres dont on avait mis quelques références dans le chat. Frédéric Laloux, Vers des communautés de travail inspirantes, qui est un livre vraiment majeur. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de le lire, sachez qu'il existe aussi dans une version BD très, très intéressante. Il y a le livre d'Isaac Gates qui a été promoteur du concept aussi d'entreprise libérée. Et puis, il y a d'autres livres, effectivement, Le patron qui ne voulait plus être chef d'Alexandre Gérard. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Pink, qui a travaillé sur la motivation aussi,
qui est aussi un conférencier, et puis dont est inspiré le livre d'ailleurs de Lisa Getz, Le bonheur au travail, donc un documentaire qui est visible notamment sur YouTube. Je pense qu'on peut encore le découvrir, et qui reprend en fait les cas d'entreprises libérées et libérateurs qui sont évoqués dans le livre de Lisa Getz. Voilà. Et ce qui est intéressant, je dirais là-dessus, c'est que les choses communiquent entre elles. Par exemple, dans le livre de Frédéric Laloux sur justement la raison d'être évolutive, ça vient justement de l'holacratie, de quelqu'un qui s'appelle Brian Robertson, et qui est au départ non pas un chercheur, non pas un enseignant, mais qui est un chef d'entreprise, et qui, si je ne dis pas de bêtises, finalement a inventé ce système-là parce qu'il en avait un peu assez qu'on lui remonte des problèmes sans solution, et qu'il y avait beaucoup de conflits à un moment donné dans son organisation, et que voilà, dans le monde informatique, en parlant d'un autre modèle qui s'appelait la sociocratie, il a inventé l'holacratie. Voilà.